We could do, this is for the second person. J'ai remarqué que les gens arrivaient au fur et à mesure. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les deux salles. Un bout dans une salle. So, merci tout le monde. Bienvenue pour the session 16, très évolution avec Monique. Ah, moi, je me Yes, I am. Merci. J'ai pas de micro ici. C'est microphone, please. Alors, bienvenue à cette, je me rappelle plus, je pense que c'est la 16e session. Révolution, le R étant entre parenthèses, vous ferez ce que vous voudrez des parenthèses. Trois invités, Colette Brouillet, Léona Strandberg et Sylvie Lachance parleront dans cet ordre. Colette Brouillet va nous parler finalement de la constitution d'un réseau, donc beaucoup plus du côté institutionnel, comme elle disait, et c'est pour cela qu'elle a demandé à parler en premier, comme elle place finalement les enjeux. Ensuite, c'est Léona, qui elle-même est productrice et commissaire des arts de la scène et a travaillé au Kiasma Theatre, et tout comme au musée d'art contemporain Kiasma en Finlande, à Helsinki. Et finalement, Sylvie Lachance, qui va nous parler de commissaire en art de la scène et qui est, je veux dire, d'un certain militantisme autour de la question des arts de la scène et du commissariat des arts de la scène. Elle a travaillé, elle était très impliquée à Mai, entre autres, à l'espace Mai, et en collaboration depuis 15 ans avec Jacob Wren, co-commissariat et co-production. Alors, c'était brièvement. Et donc, Colette? Bonjour. Oui, donc je disais, je suis la partie institutionnelle de ce symposium. Non, ça se passe à l'autre côté. Ah, d'accord. Nous sommes la partie institutionnelle. Ce sont les musées là-bas. De l'autre côté, ce sont les grosses institutions. Donc, je ne sais pas si... combien de gens viennent de How many people come from out of Canada? Okay, so I hope the other ones will learn some things too. Donc, j'ai trouvé cette image que je trouvais intéressante. Dis une chanson, encore une petite chanson avec l'embrun qu'on connaît. C'est à peu près comme ça que se passait la diffusion des arts de la scène jusqu'à la fin des années 50. Dans les cuisines au Québec et au Canada probablement aussi. Donc, aujourd'hui, on parle de théâtre en appartement, de retrouver cette atmosphère, mais au Québec, c'est bien connu, c'est encore comme ça. On veillait dans les cuisines, c'est un pays froid. Il y avait un poêle à bois dans la cuisine et c'était le cœur de la maison. Alors, c'est là que, je dirais, tout a commencé, là où on transmettait les traditions, etc. Alors maintenant, je vais essayer de retrouver mon PowerPoint. Ciel, où est-il? Voilà. Donc, quand j'ai eu le plaisir d'être interpellée par Dina il y a plusieurs mois déjà, et elle m'a dit, bon, un peu de quoi il était question, et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais participer à cet événement, à ce laboratoire? Et l'idée qui m'est venue, c'est de me dire, ben, peut-être que pour éclairer l'avenir et cette notion de commissariat qui est assez neuve, chez nous en tout cas, il faut savoir d'où l'on vient. Et c'est ce que j'ai la prétention ce matin de vous raconter un peu. Donc, savoir d'où part la rencontre entre les œuvres et le public. Alors, au Québec, à la fin des années 50, quand on prenait la route pour
la diffusion ressemblait un peu à ça. Au commencement était le désert, et avec le temps, les choses se sont organisées. À travers les lectures que j'ai pu faire sur le commissariat, sur les gens qui allaient intervenir, il y a des mots-clés que j'ai retenus et c'est comme ces mots qui m'ont permis d'organiser ma pensée, et c'est comme si je m'étais rendu compte que, un peu organiquement au Québec, on avait organisé ce réseau de diffusion et on avait fait un processus d'auto-commissariat, presque, en partant de ce désert pour amener les créations vers le public. Donc, des mots-clés: rendre public, théoriser, permettre, éduquer et rayonner. Ce sont des mots que j'ai rencontrés sur mon parcours en parcourant ce que vous faites pour plusieurs d'entre vous et qui ont retenu mon attention. Alors, rendre public. Donc, on pourrait dire qu'ici, l'histoire a créé la nécessité. Avec le temps, on est sur un immense territoire au Québec et on a senti le besoin, pour que les artistes puissent circuler, de travailler en réseau pour essayer de faire très pragmatiquement, par exemple, des tournées qui pourraient se vivre et qu'on n'ait pas à faire 1000 km entre 2 spectacles. Donc, au tout début, en 1978, le réseau Accès compte 12 membres qui sont situés principalement au centre du Québec. On va voir tout à l'heure un petit peu comment ça se développe sur le territoire. En 1984, donc, naît Rideau, le réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis, réseau que je dirige maintenant depuis 12 ans, et qui compte à l'époque 31 membres. En 2014, Rideau en compte 165, et ces gens-là animent, dirigent au-delà de 300 lieux de diffusion de tout acabit. Donc, le Québec, 1 542 056 km², c'est du territoire, et 8 155 000 habitants recensés en 2013, c'est peu de gens sur un si vaste territoire. Donc, au fil des ans, ce réseau, ce grand réseau, va s'organiser en petits réseaux. Donc, tout ça se passe un peu en parallèle, je dirais, évolue de 1978 à plus ou moins 2003, où le dernier réseau sur le territoire va prendre naissance. Donc, le Rosec, qui couvre le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie, les îles de la Madeleine, voilà. Donc, un très, très vaste territoire. Pour vous donner un exemple, partir de Montréal et aller au milieu de la Côte-Nord, ça prend à peu près 9 heures. C'est à peu près 9 heures de route, donc ça vous donne un peu une idée de notre territoire. Diffusion Intercentre, qui est située, comme son nom l'indique, un peu partout à travers le centre du Québec. Réseau Centre également, qui est un réseau de plus petites salles dans les régions de Chaudière-Appalaches et de Québec. Accès Culture, qui est essentiellement sur le territoire de Montréal. Le réseau Scène, qui est en périphérie de Montréal pour commencer, puis qui va s'étendre jusque dans l'île Laurentides et dans l'Outaouais. Objectif Scène, qui est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et Spectour, qui est en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on voit, je suis allée un peu vite, mais on voit que le nord du Québec n'est pas vraiment organisé parce que c'est un très vaste territoire où vit très peu de population. Donc, il n'y a pas de réseau qui soit membre chez nous dans le nord du Québec. Donc, théoriser, alors quand la diffusion devient politique. Au fur et à mesure que les choses s'organisent sur le territoire, les choses s'organisent aussi politiquement, parallèlement, donc création d'un ministère de la Culture au début des années 60, et en 92, une politique culturelle, et en 96, une chose assez unique, au Canada en tout cas, puis un peu partout dans le monde, une politique de la diffusion des arts de la scène. Donc, la volonté vraiment de rejoindre tous les publics. Donc, cette politique, elle est appuyée sur 2 piliers, l'accessibilité sur l'ensemble du territoire du Québec et la diversité des propositions artistiques. Alors, bien sûr, depuis les années 60 et jusqu'à 96, il y a tout des investissements en infrastructure. On dit que les centres culturels au Québec se sont développés beaucoup à partir de la fin des années 60, et notamment toute cette explosion culturelle a été largement influencée par l'Expo 67. Donc, l'exposition mondiale à Montréal, l'exposition universelle,
à une époque où on n'était pas aussi branché sur l'univers et sur le monde qu'aujourd'hui. Donc, en l'absence d'Internet et de tout ce que ça suppose, cette exposition universelle était une extraordinaire ouverture sur le monde pour le Québec. Et c'est ce qui a favorisé, entre autres, cette émulation un peu partout sur le territoire de la chose artistique. Quand les politiques deviennent programmes, donc permettre la diffusion, sur la scène provinciale, toutes sortes de programmes qui sont nés à travers les années, donc quand même une grande implication des instances politiques dans la question de la diffusion artistique et de la création, beaucoup, depuis une trentaine d'années, presque une quarantaine d'années maintenant, toujours insuffisante bien sûr, et notamment en diffusion, qui est un petit peu le parent pauvre de la création, mais on a bon espoir que ça va continuer de s'articuler. Donc, un protocole culture-éducation en 97, pour nous, c'est un peu le départ de tout, la relation entre le milieu scolaire et le milieu de la culture, qui n'est pas toujours facile. En 99, un fonds de stabilisation pour venir aider donc la stabilisation des structures qui se sont organisées un peu partout. En 2001, une première évaluation nationale des diffuseurs, donc la profession commence à avoir un nom et on commence à l'articuler davantage. En 2002, un programme de soutien à la diffusion des arts de la scène qui va imposer certains devoirs aux diffuseurs, donc en matière notamment de diffusion de disciplines dites à risque. Le théâtre, la danse, la musique et la chanson. Évidemment, particulièrement la chanson francophone au Québec, puisque c'est la base de notre culture. Et c'est notre distinction dans l'ensemble du Canada, cette francophonie. En 2004, la création d'un observatoire de la culture et des communications du Québec. En 2008, un programme d'accueil de spectacles étrangers. Encore là, le souci de donner sur l'ensemble du territoire l'accessibilité à des propositions artistiques qui viennent de l'étranger. Et ça, pour nous, c'est très, très important et fondamental. Et en 2007, un premier forum, donc une initiative de l'organisme que je dirige, de Rideau, un premier forum national sur la diffusion des arts de la scène qui va donner lieu à une grande réflexion sur cette profession donc, qui s'organise et qu'on nomme de plus en plus. Et à cette époque, donc 2007, ça ne fait que 7 ans, on est déjà encore en train d'essayer de définir ce qu'est la diffusion des arts de la scène, ce qu'est un diffuseur. Et on s'entend à ce moment-là avec un comité de travail sur une définition qui dit le diffuseur en arts de la scène est un professionnel qui met en place une programmation artistique et en articule la mise en marché pour rejoindre les citoyens auxquels elle est destinée et fournit le cadre d'accueil du spectacle et des spectateurs. Le forum introduit notamment la notion du rôle social du diffuseur. Donc, les diffuseurs démontrent, au-delà de l'aspect commercial indéniable de leur fonction, de leurs activités, la fonction sociale de leur profession qui revêt une importance incontestable. Avant même de considérer les événements particuliers qui distinguent l'action auprès des créateurs et des producteurs et celle qui était orientée vers la communauté et vers le public, il faut convenir que l'action soutenue de diffusion et le maintien de l'offre culturelle constituent en soi une contribution sociale du diffuseur. La reconnaissance de la fonction sociale de la diffusion s'inscrit dans la reconnaissance plus globale de l'art et de la culture comme facteur de cohésion d'une société et de son humanisation. Ce postulat est à la base de la politique culturelle du Québec qui reconnaît et affirme la fonction de la culture en tant que référence pour le citoyen quant à son appartenance et à ses liens avec la société. En plus de l'action même de diffusion, c'est-à-dire le maintien de l'offre de spectacle en art de la scène, le diffuseur exerce un rôle social. Ce rôle s'incarne d'une part dans son engagement auprès des créateurs et des producteurs, notamment à travers son soutien à la relève, qui est depuis devenue l'émergence, développement de la diffusion d'œuvres plus exigeantes, etc. Et d'autre part, au sein de sa communauté et du public, des programmes spéciaux d'animation, de sensibilisation, et particulièrement auprès des jeunes, des tarifications visant à favoriser l'accès au spectacle, l'engagement au sein de groupes civils, sociaux, socio-économiques, etc. Il se traduit également dans le rôle qu'il joue au niveau de l'accompagnement de la pratique en amateur, établissant une passerelle entre création et public et entre pratique amateur et professionnalisation.
Intermédiaire entre l'œuvre et le public, le diffuseur est un médiateur par définition, et avant même que le terme ne revête l'importance qui lui est accordée actuellement. Le diffuseur est appelé à contribuer par son action à l'atteinte d'objectifs qui englobent autant les créateurs et les producteurs que les citoyens et qui rejoignent les axes de la politique culturelle du Québec et les priorités de la politique de la diffusion des arts de la scène. Plus lentement. Et finalement, donc en 2008, l'obtention d'une table de concertation en diffusion avec nos instances provinciales et le milieu, ce qui est aussi un jalon important. D'un océan à l'autre, permettre, c'est aussi sur la scène fédérale le ministère du Patrimoine canadien. Donc, en 2001, un vaste programme, un avenir en art, qui va venir appuyer la présentation des arts au Canada et qui va se transformer au fil des ans pour se pérenniser et devenir le Fonds du Canada pour la présentation des arts, avec différents volets de soutien à la diffusion, mais aussi de développement des compétences et de développement des espaces culturels. Autre mot-clé, éduquer. Éduquer, analyser, critiquer. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, au fil des ans, le réseau s'est constitué autour de la notion de pluridisciplinarité. Je vous l'ai dit, vaste territoire, peu de population, c'est difficile d'avoir des institutions ciblées pour chacune des disciplines. Donc, la diffusion s'est beaucoup organisée en matière de pluridisciplinarité, mais au fil des ans, il y a des programmes, des initiatives qui sont venus soutenir, donner des outils aux diffuseurs pluridisciplinaires pour approcher plus précisément la circulation de certaines disciplines. Donc, notamment les voyagements, première initiative, qui veut aider les diffuseurs pluridisciplinaires à accueillir le théâtre de création. Ensuite, la danse sur les routes du Québec, donc qui offre des outils, des initiatives de médiation et de rencontre avec les publics pour la danse contemporaine. Et Circulation de la musique au Québec, qui est une plateforme d'offres pour l'instant de musique qui met en lien les offres et les diffuseurs et encore là organise des événements pour guider leur hausse des gens. Alors, à travers tout ça, un autre mot important, rayonner. Des complicités nationales et internationales, des alliances avec la francophonie canadienne, donc d'autres réseaux de diffusion, et des alliances avec des réseaux de diffusion et des événements européens, en francophonie européenne surtout. Finalement, mettre en scène, diffuser pour les diffuseurs. Alors, chaque année, un événement qui s'appelle la Bourse Rideau et qui met en contact les producteurs, les agents, les diffuseurs sur de nouvelles propositions artistiques avec un volet de développement professionnel pour favoriser la professionnalisation. Et l'avenir. Alors, révolution et évolution. Je vous dirais que j'ai retenu quelques citations. Donc, cette citation de Juan Dominguez que je vous laisse lire parce que votre anglais est meilleur que le mien, et qui donc parle de pouvoir. Donc, des mots-clés, pouvoir, la notion de pouvoir, donc l'énorme pouvoir dont dispose un diffuseur quand il met la création en contact avec le public, les notions de hiérarchie, de collaboration, les lieux de diffusion comme lieu d'échange social. J'ai entendu ça aussi par quelqu'un qui faisait une présentation sur notamment ce qui se passe dans le Maghreb. Des questions. Qu'est-ce qu'on veut nommer en parlant de commissariat des arts de la scène? Et pourquoi? Est-ce qu'on veut nommer des choses qui ne le sont pas déjà ou est-ce qu'on nomme un amalgame de choses qui évoluent? Est-ce que programmer une saison de spectacle est un acte de commissariat au sens où l'entend Béatrice von Bismarck? Ce sont autant de questions qui sont nées dans mon cerveau dans les derniers jours. Des constats, un constat important, la collaboration entre les acteurs de toute tendance et les diffuseurs qui sont davantage reconnus comme des institutions, semble-t-il. Savoir que notre réseau associe toutes sortes de diffuseurs, de réalités municipales, villages, etc. Donc, très concernés par ce que j'ai entendu ces jours-ci. Partenariat, complémentarité, les lieux, les espaces. Alors, autant de questions qui vont continuer de trouver leurs réponses à travers nos pratiques. J'ai bien aimé cette citation qui dit un auteur
met de l'ordre dans le chaos et un commissaire crée un index. Et je pense que c'est ce que nous faisons à travers nos programmations de spectacles, à travers les rencontres avec le public qui prennent toutes sortes de formes de plus en plus. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que je n'ai pas toutes les réponses, mais qu'il faut être soucieux des réalités sur le territoire qui passent par les difficultés économiques, entre autres, par le manque de ressources, etc. Il faut être conscient de ces réalités quand on évolue vers de nouveaux concepts et ne pas laisser derrière ces gens-là qui travaillent déjà de très près avec les publics. En conclusion, je dirais cette semaine, plusieurs artistes et plusieurs œuvres rencontreront des publics, à travers le travail des diffuseurs de spectacles notamment. Parce qu'ils auront agi comme directeurs artistiques, comme programmateurs, comme développeurs de public et de marché, comme gestionnaires de lieux, comme administrateurs, comme planificateurs, qu'ils auront fait de la mise en marché, de la médiation culturelle et surtout qu'ils se seront engagés dans leur milieu. Ce qui se passe ici ces jours-ci est un magnifique laboratoire, à mon âge qui devient respectable. Avec le parcours que j'ai fait, je crois intensément, toujours, que cette rencontre entre les publics et les œuvres continue de rendre le monde meilleur, quels que soient les modes selon lesquels se fait cette rencontre. Merci. I feel like a little bit alien in between these two women who are describing you to Canadian or Quebecian landscape. I come from Finland, and totally another world, you can imagine, and yes. But very cold as well. Very cold as well, okay, that's true, and we have legs also, so yeah, it's not totally different, it's true, but yes. Okay, I'm happy to be with you here, and I'm sure I will learn lots of you, and of Quebec also. And I have to say thank you for all of you. It has been really nice time here, what I have been spending, and also I know that there are so many thoughts that I will now go back in Finland, and I will rethink things for sure. So I'm working in a contemporary art museum, Helsinki, Kiasma, which is part of the National Gallery. It's the most visited museum of the whole Finland, so it's really like a heavy institution, you can call it, for sure. And yeah, I have been working there like 10 years, so I'm really part of the institution. I don't doubt it at all, but still there is, or what I hope that we have found some ways to work maybe a little bit more open, and or what we're trying to do to be more open all the time. And this is something I want to. There is one case that I want to discuss with you. It's a Theatre Now festival that we are doing, and I will present it. And I will read from my paper because now I also know some French, and I have to say in this bilingual world that you are living in this wonderful world. For me, it's really complicated because, okay, I speak Finnish normally, and now I have the French and English in my head, so I'm losing them both, I think. So I really will now read. So yes, and also I'm really willing to answer all your questions about the work in the museum in general after, if you have something to ask. Yes. Okay, and I'm not theoretician at all, and my talk is totally non-academic and based on my own practical experiences from Kiasma. But I find wonderful and absolutely relevant that there, in this symposium, we have heard so many people doing academic studies in our field. And that's something great and really important, I found. The title of my paper is Call for New Ways of Creating Performing Arts, and it comes from my interest toward new models of creating and how to find them. I found, for example, wonderful the idea of remixing performances, which we saw on Friday in 303 Theatre? No. No. We don't say 303. Okay, 303. Yeah. And also works of many collectives that we have heard here in Montreal during the symposium, like the new Patrons Society example for this morning was wonderful.
For me, one of the interesting questions as working in the context of a contemporary art museum is how to make the institution more open and always more cooperative with artists, and in some cases also the world beyond art world. One of the tryouts we have done is an annual event, Theatre Now, that I would like to present to you here and now briefly. And I really want to give you time for the questions and discussions after, because this is really the last moments that we have here. The basic idea of Theatre Now is to open the whole festival concept and do the event every year differently. So we are not stuck to one format, but really try to change it every year and do it closely with the wishes and needs from artists. We have meetings with artists 2 or 3 times during the year, where we try to invite all the local artists we basically know in the field of contemporary performances. During 10 years, we have seen different kind of events, from laboratories, workshops, like Autumn Break, where we spent 1 week with artists in our theatre space and shared the ideas and experiences, and tried to also really relax and have a break from all other things we have in our world, in our lives. And then there has been events more like festivals with performances, work in progresses, talks, gigs, etc. But the basic idea is to change the festival more toward a platform where different experiments can happen. I don't know, yeah, you see the photos good. Are they going on or? Good. They're not? Okay. I don't know if there's somebody who could help to just... Pour qu'on lit. No. Okay, maybe later. So Just to make the photos smooth? yes. Just make them. There is many of them. So Oops, there's nothing on the screen. Are they on this computer? yes. Just touch them. Okay, let's not start with them. So I'm going. I will repay you in a minute. Yes. We will make that. She's fair. Yeah, I'm very fair. Thank you. So the case that I want to talk more is the year 2012, because it was the year that we were written to papers here. And it was the year that we wanted to open the Theatre Now, the whole process of programming and creating to local artists. After several meetings with artists, as we do usually, we ended up with a core group of 6 local artists, Elina Latva, Noora Rinne, Tuomas Laitinen, Saara Hannula, Kimmo Moody, and Jenna Sutela, Finnish names, who were the most interested into work with us. And we set up a curatorial team with them. We had few things fixed already. Firstly, we knew that beside our theatre space, we can have few rooms from Kiasma Gallery spaces to be used by us for 3 weeks. And secondly, that we would work with a fixed theme of documents and archives, which was also the theme of the following exhibition, Reality Bites Documents in Contemporary Art. It was clear with all curators that we wanted to do another open call now for the performances. We got over 60 proposals from all over the Western world and from all kinds of artists, just as we wished. So also visual artists and contemporary music people and so on. We ended up to choose over 30 new projects, and half of those artists were unknown to me. Few of the projects were more like audience work, engaging people, for example, to think their body as an archive, or to make documents of their utopias. Some were based on different kind of instant documentations. Some deal with problematics of performance documentation in general. One was a false presentation based on false documents. One was a live documentation based on punk concert. Some were talking about the link between memory and performance. In the end, we had something performative going on basically all the time during museum opening hours for these 3 weeks. We tried to document the whole event well and also present documents which came out from the different projects during the event, so the space was changing all the time. And we were really basically living in a constant process the whole 3 weeks.
photos, sorry. Okay. Yeah, and we had also the artist curators working as museum guides there, helping visitors to understand what was going on, because there was another exhibition open just next to us in Kiasma from quite a conservative contemporary art painter. That's my opinion, in the same time. And we were curious how his audience will react or our ongoing happening. But I have to admit that we were surprised how open-minded those visitors were and how eager they were to participate our, I'm sure, a little bit weird performance compost event. In 3 weeks, we gathered 11,500 visitors, so it is a really good amount of audience for performance art events in our small country. And also, I want to really here somehow thank our technical team, not only the great artists and the great audience we had, but really the technical team who were working all the time in the 8 hours per day during the whole 3 weeks, and they made an amazing work and also in front of the audience all the time. So this kind of work with artists has really been fertile to me, for sure. Even it demands for quite a lot of work and definitely different kind of work, and yeah, a lot of time than normally what I'm doing as a programmer. I see that the next step might be to try something like this with the audience, meaning that try to open the planning process more already toward audience and really somehow cooperate with the world beyond the art world. I don't really know how to make it yet, but I haven't really strong feeling that it might be interesting. We have been working already with some activists who are not artists at all, and it has opened new opportunities. So I'm sure it's worth of working with neighbors of your neighbors, as proposed Jean-Paul Chrétien this morning here. But in the same time, we have to keep in mind not to lose the contemporary art with good quality in the hub. And yeah, maybe we have to really talk with the New Patron Society after that with Julie there. Yes, good, you're here. So maybe we will figure it out something together after. It would be wonderful. Yeah, and the next Theatre Now event, it will be next October, and we will do it in a closed museum and in the empty museum, because we are renovating the whole museum now, and it will be closed for 6 months, but we have the opportunity to open it for 1 weekend, and now we have again an open until the 16th of this month, so everybody are welcome to join us if you like. Yeah, I think that's more or less. So we have 2 days. You have 2 days to do your papers, no worry. But you know, a few sentences is okay. And maybe, I don't know if I have time to close it. Absolument. Okay. You have 8 minutes, Oh, 43 seconds. okay. And I owe you an extra 2, so you have 10 minutes if you want. Okay, I won't use them all. I want to just to maybe just somehow summarize what has been our ideas behind how to switch the festival something else. So it's really have been to switch the festival somehow to platform, from ready-made to processes, from restricted to more accessible, from one art form to several art forms, from selection of one creator to co-creating with artists and maybe someday with audience as well, from passive audience to active audience, from possessing to sharing, as well ideas as well performances, from difficult to understand or reachable, and for boring to fun also. It has been one thing that we have been thinking. And really, like, yeah, it's my wish, really trying to work openly with all these points
and really not to be so afraid of the failure, because it's something, it's really, there is a huge risk of failure all the time. And especially if you are working with the artists that you don't know and people you don't know, but I like the word trust, and just trust people, and yeah, there is something wonderful for sure. It comes out, and something failures for sure as well. Yeah. Okay, that's I think that's it. Merci, Ilona. OK. Comme ça, peut-être. Non. Est-ce que tu veux celui-là? Non. Ouais, maybe that one is better. OK. Oui. Non, c'est correct. Parce que sinon, tu Oui. peux passer à la fenêtre. Oui, mais... OK. Wow, Ça ressemble un peu à Ok, ton mais je vais ouverture, tu sais, c'est une chaise musicale. Oui. J'ai perdu mon nom. OK. De 90 à 96 et du mai Art interculturel. Montréal Art interculturel de 2001 à 2006. Donc, c'est dans ce contexte-là que je vais faire ma présentation. Le commissariat est, entre autres, une volonté de provoquer la rencontre entre un travail artistique et un public. En art, ce qui stimule ces topics en art de la scène contemporain, souvent tentés par le succès et l'événementiel. Entre autres, en Amérique du Nord, on a comme diraient mes collègues, un twist vers ces choses-là. Bien sûr, les commissaires créent des contextes pour les œuvres, ce qui exige une part de connaissance, de vision, de personnalité. On en a parlé beaucoup cette semaine. Mais je reste critique des contextes surdéterminés et surdimensionnés. Oui, small is beautiful, car le développement de son milieu, rendre ce milieu, c'est-à-dire de créer une effervescence dans ce milieu, de la qualité, on peut en discuter, qu'est-ce qu'on veut dire par qualité, mais certainement pas le terme qu'on utilise ici, qui est l'excellence. Pertinence et pérennité aussi, parce que ça, il faut en parler aussi, même si nos formes sont temporaires, il faut qu'il y ait une pérennité sur le long terme possible, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'on soit toujours en train de recréer ce que j'appellerais des institutions relatives, ou je vais essayer d'y revenir, mais on a vraiment un problème de faire une chose et que les choses tombent beaucoup, et on est obligé de tout recommencer parce qu'ici, entre autres, on a un drôle de lien avec le politique. Et j'y reviendrai. Où est-ce que je suis rendue? Ah oui, donc, un commissaire, idéalement, ne travaille pas seulement pour sa carrière, son CV ou son organisme. Les autres intervenants du milieu doivent également contribuer en se donnant une vision commune, à tout le moins une vision d'ensemble. Cette concertation peut se faire dans un certain milieu donné, à condition que le milieu soit éclairé, réfléchi, courageux et fasse converger ses rapports de force d'une façon dynamique. C'est pas le consensus, mais commissaire ou non, on doit se poser les mêmes questions que soulevait Rosemary Arbour dans L'art qui nous est contemporain en 1999. Quelle est la légitimité de l'art contemporain, son intelligibilité, pourquoi en faire? À ces questions assez universelles, des réponses variées seront mises en pratique selon chaque contexte des lieux où elles se posent. Et c'est un peu ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Un bref historique de la situation générale du commissariat en art de la scène au Québec de 1990 à 2006 et jusqu'à aujourd'hui, un petit peu rapidement. Et quelques exemples de réponses originales expérimentées au Québec, parfois inspirées d'ailleurs. Au cours des années 80, une grande effervescence prévalait au Québec dans les arts interdisciplinaires, favorisant une collaboration et une contamination excitante entre les artistes non disciplinaires qui refusaient toute catégorisation ou issus de différentes disciplines artistiques. On peut dire que le postmodernisme avait alors gagné, je dirais consciemment, toutes les sphères de la société québécoise. Maintenant, plus personne ne doutait qu'on y était. Cette émergence était due à quelques artistes. Édouard Locke, Lalala Human Steps, Michel Lemieux, Nathalie Doron, des artistes et performeurs issus des arts visuels, mais aussi de la musique actuelle. C'était très actif. Certains artistes interdisciplinaires étaient élevés. Temporairement, on le sait maintenant,
au rang de vedette parfaitement mainstream. Et on pense évidemment à Laurie Anderson, qu'on n'écouterait sûrement plus à la radio maintenant, ou Yann Faber, on pourrait en nommer beaucoup, déclassant même des pratiques beaucoup plus institutionnelles ou commerciales. L'émergence de revues à Montréal comme Virus Montréal, ceux qui vont entendre ça vont faire « Ah, mon Dieu! » Vice-versa, Inter Parachute. Des critiques, personnellement, je m'ennuie tellement de Solange Lévesque. Solange Lévesque nous manque. Des programmateurs à Montréal et à Québec, et dans plusieurs régions du Québec. Des festivals peut-être plus vrais, mais à l'époque, c'était vrai. Oui. Devenus professionnels dans les années 90, donc avec des directeurs généraux et artistiques qui souvent étaient obligés par le gouvernement, par toutes sortes de règles, à autofinancer la diffusion, ce qui automatiquement les tourne vers des productions plus consensuelles ou plus commerciales possiblement, et c'est tout un effort que de faire venir des choses plus à risque. Dina a parlé hier que les administrateurs avaient pris les arts de la scène au Québec, avaient comme, si on veut, take over. C'est vrai. Du CINAR, Marché international des arts de la scène, fondé sur les arts de la scène innovants pour devenir plus commercial avec le temps. Donc, au début, le CINAR, c'est vraiment basé sur toutes les formes plus innovantes, si on veut, dont je parlais tout à l'heure. C'est dans ce contexte effervescent que j'ai décidé de faire un stage en Belgique en 98 et 99, notamment au Voreux, à Gand, pour voir comment les Flamands s'y prenaient pour créer et pour tourner autant. À la fin des années 80, avec le départ pour la Suisse de Maurice Béjart et de son ballet du 20e siècle, ce qui libérait des millions de francs pour la culture en Belgique, Hugo de Greef, du Kijktheater de Bruxelles, un rouage essentiel dans l'avènement de ce qu'on a appelé la vague flamande, revendiquait que la moitié des budgets de subvention soit dévolue à la création contemporaine, sur un pied d'égalité avec les institutions artistiques, opéra, ballet, théâtre national, musée. Je ne pense pas que la vague flamande ait obtenu toutes ces revendications, mais ils ont bénéficié d'un soutien substantiel et on connaît le succès de la vague flamande, pour résumer, qui a durablement inspiré des artistes du monde entier et qui donnait le sentiment qu'on pouvait être et d'avant-garde et bien soutenu au plan du soutien. Les Flamands, à l'époque, tournaient beaucoup plus à l'étranger que chez eux. Cela se faisait un peu partout, comme ça se faisait un peu partout en Europe de l'Ouest. Ils ont créé des festivals et des lieux de diffusion pluridisciplinaires et interdisciplinaires, présentant des programmations pointues, gérées par des directeurs artistiques, en plus de programmateurs disciplinaires au besoin. Ces lieux qui agissaient localement mais pensaient globalement étaient soutenus par les politiques dans un esprit macroéconomique, d'économie politique reconnaissant la valeur sociale de la culture. Même de très petites villes d'Europe se sont dotées durablement de tels lieux grâce à la volonté artistique du milieu et de son militantisme auprès des pouvoirs publics pour soutenir des actions innovantes non conservatrices. On conclut trop vite qu'ici, c'est pas possible de faire des choses comme ça, alors qu'on a quand même 8 millions et quelques d'habitants. Bon, on est loin, là. C'est sûr qu'aller chez ma mère, c'est comme passer de Bruxelles à Amsterdam, mais c'est pas si loin non plus, enfin. Voici en vrac quelques éléments que j'ai retenus des Européens, et c'est pas pour moi quelques modèles ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est intéressant, c'est pourquoi réinventer à certains égards le bouton à 4 trous. Donc, ils ont fait des festivals ponctuels, des lieux de diffusion permanents et annuels, et ça permettait aussi de faire plein d'essais haute forme, hors les murs, etc., etc. Et là, je généralise parce que j'ai 20 minutes, mais on pourrait comme décortiquer mieux, là, mais bon. Des cachets pour les artistes locaux, ça c'est important, souvent on ne comprend pas ça en Amérique, locaux ou étrangers, et des services offerts aux artistes au niveau de la technique et de la promotion, pouvant desservir plusieurs démarches artistiques et provoquer des économies d'échelle. Artistes pouvant se concentrer davantage sur la création plutôt que la production et la diffusion, même s'ils le faisaient aussi, même s'ils avaient des budgets quand même limités. Tout ça faisait encore là des économies d'échelle. Attraction des publics sur la base de démarches artistiques spécifiques et novatrices.
Lieu qui développe et pérennise les pratiques grâce à la circulation du spectacle qui prolonge la vie des créations, qui permet la confrontation artistique avec des publics différents et d'autres artistes. La rencontre avec d'autres diffuseurs qui invitent le travail qui est présenté à son tour. L'artiste participe à l'évolution de la pratique dans un réseau local, régional ou national, mais aussi international. International, donc contemporain, pour reprendre encore une fois le terme de Rosemary Arbour. Je rappellerai qu'au cours des années 90-2000, une contre-réforme disciplinaire et mercantile a suivi cet élan, favorisant le conservatisme que nous subissons toujours en art de la scène au Québec, alors qu'un cercle restreint de diffuseurs contrôle encore une part importante de la diffusion nationale et internationale. Nationale au Québec, ça veut dire au Québec. National au Canada, ça veut dire dans tout le Canada. Juste pour les traducteurs. Désolée. Au Québec, à la même époque, la plupart des théâtres ou des lieux de diffusion appartenaient à des groupes de création qui se programmaient aux meilleures périodes de l'année et louaient leurs salles aux dates restantes, n'offrant aux artistes que peu de services. Donc, c'est le système de location comme modèle. C'est un peu le modèle qu'on trouve un peu partout dans le monde anglo-saxon, en fait, qui rend difficile les échanges parce qu'il n'y a pas de cachet, il n'y a pas d'accueil. Les artistes, c'est ça, les artistes devaient se taper tout le travail de A à Z de location. Donc, l'échange et la tournée est pratiquement impossible. Le financement des arts était alors presque totalement bloqué et tout argent neuf allait presque uniquement dans les coffres des institutions ou des groupes qui possédaient les salles, presque tous en théâtre. Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, tout mouvement de fonds risquait de se faire au détriment de l'existence d'un autre organisme, comme on le voit maintenant dans diverses disciplines. À titre d'exemple, même au pire moment des compressions budgétaires du Conseil des arts du Canada au début des années 90, plusieurs théâtres, membres de TAI, théâtres associés incorporés, les institutionnels, ont été augmentés. Pourtant, les artistes qui travaillaient dans ces institutions n'ont pas vu la couleur de ces augmentations. Et on peut regarder avec les normes syndicales de l'époque et vous allez voir. Cette politique de consolidation du milieu, donc consolidation du milieu, ça voulait dire donner de l'argent à ceux qui existent déjà et donner rien à ceux qui sont nouveaux. Ou peu. A créé une iniquité générationnelle et transdisciplinaire durable, puisque la danse le milieu de la danse s'est créé après le théâtre. Le théâtre avait beaucoup, puis la danse n'avait rien. C'est tout. Pourquoi? Bon. Laissant de côté les formes émergentes et toute la question du transdisciplinaire aussi. Par exemple, les compagnies intermédiaires à fonctionnement, mais je pense surtout aux compagnies à projet, voyaient leurs subventions décliner passant de 20 000 à 30 000 $ pour un projet en 1980, et même jusqu'en 90, à 4 000 ou 5 000 par projet, ou même moins dans les années 90. Jacob et moi, quand on a commencé notre groupe, c'est parce qu'on avait eu une petite subvention de 2 500 $ du Conseil des arts du Canada. Les subventions étaient rendues dérisoires et les institutions augmentaient leurs subventions. C'est dans ce contexte que j'ai créé en 90 avec Richard Ducharme le Festival des Majors du théâtre à risque. Ainsi, devenir diffuseur pour moi est un geste militant, un engagement total. Il s'agissait de prendre les moyens pour que le milieu artistique québécois et montréalais soit passionnant sans compromis. À mon avis, il fallait appuyer des artistes talentueux plutôt que jeunes, en fait à un âge où ils peuvent encore se laisser évoluer dans leur pratique, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont toujours comme ça, mais souvent, on aimait travailler avec les jeunes. Et de leur donner le contexte le plus stimulant possible, national et international. Les artistes créateurs manquaient de pouvoir et d'appui pour accomplir leur travail et proposer de nouveaux contenus. Cela devait changer radicalement, selon moi, et je trouvais que rassembler les forces autour d'un festival était un geste structurant, voire stimulant. My God! En cette édition, pourtant je me suis timée souvent, je comprends pas. C'est machine qui marche pas. Mais cette édition, le paradoxe, on te demande de parler lentement, mais on te donne peu de temps. En cette édition, le festival a présenté une soixantaine de groupes ou artistes donnant un cachet fournissant salle, technique, promotion d'une valeur d'environ 20 000 $ par production, ce qui représente environ 74 de nos revenus totaux. Et le militantisme, il était là beaucoup,
bien payés. C'est un festival annuel de création contemporaine originale québécoise, francophone et anglophone, avec un volet canadien, qui a eu lieu à Montréal, Québec et dans 3 villes des régions du Québec, Sherbrooke, Lennoxville, Jonquière. Toujours dans des villes. Au fil des ans, le festival est devenu un laboratoire de rencontres pour artistes qui pourraient se comparer au mix-off du FTA maintenant. Les 20 jours, aux 20 jours, nous présentions du théâtre et d'autres formes d'art de la scène ou de performances qui questionnaient la dramaturgie traditionnelle et hiérarchique, où le texte est interprété par un metteur en scène et réinterprété par les acteurs et concepteurs techniques. Il s'agissait de démarches plutôt collectives dans le cadre des 20 jours, axées sur le processus moins hiérarchique, où le texte et tous les éléments de la création sont sollicités dans la gestation, dans le processus et dans son rendu. On peut parler de dramaturgie post-mainstream comme Knut Ove Hansen ou Antti Sleeman avec son théâtre post-dramatique, quoi qu'on pourrait en discuter. Ces démarches étaient influencées consciemment par le performatif, la performance en art visuel. En 92, la Revue Inter de Québec parlait des 20 jours comme un lieu où on présentait comme théâtre une variété d'œuvres qui allaient selon une grille d'évaluation assez fascinante conçue par Alain Martin Richard, de 100% théâtre, 100% performance, selon les œuvres. En 90, nous étions très peu de programmeurs en art de la scène contemporain. L'appui du milieu aux 20 jours était palpable. Par contre, on avait de très petites subventions qui représentaient environ 36% de nos revenus totaux. On a reçu une augmentation en 95, année off exceptionnellement, parce que le festival est annuel. Et on a eu la non-surprise, une toute dernière subvention en 96. Évidemment, comme tous les arguments, une année devenait tout mauvais l'année d'après. À noter qu'aucun événement n'avait eu lieu entre-temps et aucune contre-performance n'était en cause puisqu'il n'y avait pas eu de festival. Un facteur sans doute, les festivals internationaux en théâtre avaient demandé conjointement une augmentation des montants qui leur étaient donnés. Donc, automatiquement, comme il n'y avait pas d'argent neuf, notre festival est disparu. Je vais sauter la partie du mai pour les traducteurs pour aller plus vite. Que remarque-t-on lorsqu'on compare ces pratiques commissariales aux pratiques actuelles? Quelles sont les méthodes de commissariat qu'artistes et diffuseurs privilégient maintenant? On peut voir qu'il y a des non-professionnels, je vais dire ça comme ça, parce que, enfin, je ne sais pas comment les nommer, mais des gens qui ne sont pas des commissaires, qui démontrent un talent pour concocter des rencontres intéressantes. Et il y a beaucoup d'artistes aussi qui font des programmations absolument intéressantes. Donc, pour moi, c'est pas tout au centre d'artistes et tout ça, c'est pas du tout l'idée. Par contre, c'est vrai que j'ai eu souvent des résistances sur le fait qu'on donne souvent présentement des conditions trop minimales aux artistes et on ne paie pas les artistes. Et des fois, le commissariat se fait des fois au détriment de l'artiste, selon moi. Et je trouve pas ça nouveau de mal payer les artistes. Et je trouve que les commissaires devraient aider à améliorer les conditions de la pratique. On a parlé évidemment d'une professionnalisation pendant le symposium, donc d'avoir une formation comme commissaire. Pour moi, la différence entre effectuer une sélection d'artistes sur une base ponctuelle et assumer une direction artistique, c'est de le faire dans la durée, de s'engager avec vision, avec un milieu artistique donné, de parfaire ses connaissances de la pratique occidentale et autres, parce qu'il y a de plus en plus d'artistes qui viennent d'ailleurs. Et du contexte dans lequel cette pratique évolue, en plus de développer la curiosité et une générosité, un sens éthique pour faire contrepoids au pouvoir que donne la position qui... On doit toujours se poser des questions sur le pouvoir du commissaire perpétuellement. Une question majeure pour moi. Il faut assurer la pérennité de ces actions comme diffuseur. Donc, oui, donner des cachets, etc., etc. Surtout quand on travaille dans une de ce que j'appelle une institution relative. Quand on reçoit des sous, il faut trouver les publics appropriés, il faut donner un cachet aux artistes, donner des services, etc. Alors, oui, dans ce cas-là, une formation est souhaitable. Par contre, il ne faut pas que ce soit un système uniforme
où rien ne peut exister en dehors des commissariats reconnus, donc il faut laisser une place aux locations, à l'autoproduction programmée par qui voudra. Les méthodes de commissariat de la jeune génération sont souvent plus collégiales, et je pense au OFTA, où il va y avoir un travail collectif de fait, mais on donne une liberté d'action et de décision à la directrice artistique en même temps. Donc, elle va beaucoup travailler avec des comités, mais en même temps, elle peut se permettre de dire oui à quelque chose qui lui parle. Et je trouve que ça crée un dynamisme dans l'ensemble du milieu. Notons que les moyens dont dispose la jeune génération sont déplorables. Je pense que plusieurs, qu'il nous faut apprendre à gérer la décroissance. Mais décroissance n'égale pas pauvreté. Il faut continuer de demander des augmentations de budget de subvention, de légitimer les pratiques, les micro-pratiques et les pratiques temporaires aussi. Et comment le faire, là, c'est une autre question. Mais il faut revenir à la question de Hugo de Greff. La moitié pour les uns et la moitié pour les autres, selon moi. Donc, il faut... oui. Enfin, sinon je vais dépasser mon temps. C'est déjà fait. Bon, j'ai presque fini. Donc, il faut continuer à demander des augmentations de budget, légitimer nos pratiques si on veut, ou enfin que nos pratiques reçoivent équitablement les sommes qu'elles devraient recevoir. J'ai évoqué plutôt que les praticiens en contrôle de leur secteur, certains praticiens ont accaparé la plupart des budgets et hausses disponibles, certains parlant maintenant ouvertement de compétition. Si on veut un milieu sain et florissant, il faut être solidaire et dans la défense d'un art stimulant et en phase avec ce qu'on veut vraiment faire. Les jurys des conseils des arts devraient fonder leur analyse sur une base artistique, critique et méthodique et non sur une base générationnelle, de maintien de la main-d'œuvre, de sauvegarde des immobilisations dans le cadre où on est propriétaire d'infrastructures, à moins d'obtenir de nouvelles sources de financement en plus de celles réservées aux arts. Il faut soutenir les meilleurs de chaque génération. C'est qui les meilleurs, qui décide qui sont les meilleurs, on peut en parler, mais qu'au niveau des institutions, des organismes de diffusion, organismes de création et artistes indépendants, et créer des micro-institutions, enfin des institutions relatives, comme j'appelle, qui desservent divers publics. Je souhaiterais un jury hyper difficile, connaisseur et ouvert, auquel des penseurs et des chercheurs pourraient se joindre pour enrichir les processus. Quand je parle d'institutions relatives, je pense à Tangente ou à Studio 303 qui ont fait pour le milieu depuis 35 ans, bien plus que bien d'autres institutions. Comme l'a déclaré le programmateur en art de la scène du Vorut, Mathieu Gury, lors d'une table ronde du FTA en 2013, j'y ai raconté beaucoup de choses sur le Vorut qu'il connaissait même pas. Nous devrions être beaucoup plus fâchés que nous le sommes. Et il continuait. Certaines pratiques actuelles auraient été très bien soutenues il y a 30 ans. Je crois que nous devons questionner ce déséquilibre des générations. Merci. On different levels, à différents niveaux. C'est quoi le premier? Engagement, action et risque. Joanna, do you understand French? Yes, she does. Oh, oui. Oh. So, where do we, and which might be On va vous passer question? Tu peux l'approprier comme tu veux. C'est assez ouvert. En fait, la première chose qui me viendrait en tête serait le pain quotidien. C'est notre pain quotidien que l'engagement, l'action et le risque. Je reviendrai à une idée qui a été évoquée ce matin. Malheureusement, je n'ai pas pu assister à tout le symposium, mais il y a des choses très inspirantes que j'ai entendues dans ce que j'ai entendu dire. Il faut rebâtir nos sociétés, hein. On en est tous là. Vous parliez de ce qui s'est passé, où quelqu'un parlait du pourcentage de gens qui se disaient on aimerait mieux avoir un gouvernement totalitaire à la limite, mais savoir où on s'en va. Ça a été un peu ça qui s'est passé la semaine dernière ici aussi. Il y a quelqu'un un animateur de télé très connu, qui à la blague avait dit « Votons libéral, réinstallons-nous, s'il vous plaît, dans une platitude stable. » Et c'est ce qui nous est arrivé. Donc, je pense profondément aussi qu'on est en face d'une société à rebâtir
et que ça passe par notamment l'engagement des artistes et des individus, l'action et le risque. Ça peut très bien s'appliquer aussi, ces trois concepts peuvent très bien s'appliquer aussi. Je terminerai ça en disant que l'autre chose qui m'apparaît très importante, c'est le partage. J'ai pas du tout eu le temps dans la présentation que j'ai faite de dire qu'il y avait des tonnes de pratiques, d'exemples, de façons de rejoindre les publics, de les impliquer, de les écouter, qui se passent dans toutes ces pseudo-institutions qui nous associent là, à Rideau, qui sont associées à Rideau. Pour moi, c'est dans la même ligne de pensée, ce partage et des expériences et des ressources. Et je pense que c'est beaucoup là-dessus que va s'appuyer cette reconstruction dans un monde où on ne peut plus parler d'argent. Mais on veut encore parler de culture. Pour moi, l'engagement, l'action, le risque est aussi quelque chose que j'ai toujours fait, mais le problème avec moi, c'est parce que je suis comme pas capable de faire autre chose aussi. Fait, il y a comme un côté où je sais juste pas comment être plus équilibrée, parce que des fois, ça manque d'équilibre. Puis, dans mon cas, je dirais que ce qui est un peu plate, c'est que j'ai pas réussi à écrire sur ce que je faisais. Donc, il y a comme un côté où il y a des choses qui se perdent et j'ai donné toutes mes archives à l'université. Ce que j'ai trouvé très fun, on avait été invités de donner nos archives à l'université, mais je les ai plus. Tu peux peut-être en emprunter? Oui, je pourrais. C'est juste que c'est très bizarre quand je retourne là-bas, parce que j'ai l'impression... Micro. Oui. Donc, commitment, I think it's something we do with the artist, and it's something I feel like we have gathered artists with us, really. Forseman, or really we have a community, so a small, so it's not a society or of artists with us, local artists really, that we are working with, but the commitment with the public, I think that's something that we have to work with this Theatre Now event, really. Yeah, it's something that I'm now into it really, how to do it better in a way. Action, I don't know, we act, I don't, it just happens, I don't know, yeah, action is, yeah. It's there, and the risk is there. Risk for us, I have to say, we are a public institution, and we are funded from the government quite strongly still. I think, if you, yeah, of course, it depends. Yeah, we could have more, of course, but still we can act, and in that way that we don't have so much risk of money. Maybe my director will kill me now if she is looking this. So, yeah. But still, I think we don't really have the financial risk. It's more like maybe artistic risk that we are making, in a way. Just a really quick one first. What is your title? I'm performing arts curator. Curator. Yes. Je veux juste reprendre le focus sur le concept du commissaire, parce qu'il est allé dans plusieurs directions et je ressens sur l'idée et ce motif que j'avais de nous réunir autour de l'idée d'un métier que je pratique qui portait 15 noms. Moi, j'ai changé ma carte d'affaires 4 fois. J'étais diffuseur, j'étais directrice artistique, en tout cas. Mais j'étais heureuse dans ce que je faisais, mais je suis rendue à savoir que je n'ai pas de profession. Il est reconnu nulle part, diffuseur, quoi que ça soit. Je demande mon chèque d'assurance chômage et je dois cocher professeur ou danseuse, je ne sais pas quoi. Et cette idée que ce n'est pas de profession parce qu'on a encore une éducation de tout à faire ceci, ce qu'on fait.
Et je suis entourée dans mon bureau d'un administrateur qui a un diplôme en administration, une directrice de production de HEC qui a une maîtrise en production. Tout le monde autour de moi sont des professionnels. Et je ne sais pas ce qui est la définition de qui je suis. Et programmateur, ce n'est pas assez. Je fais plus que programmer des artistes. Honnêtement, j'étudie, je comprends. Tu comprends ce que je dis? Alors, qu'est-ce que c'est cette bête? Qu'est-ce que ça pourrait être ce qu'elle se nomme, elle, une commissaire des arts de la scène? Parce que ça existe dans des parties du monde, mais ça n'existe pas encore ici. Je parle québécoise, ici au Québec. Peux-tu en parler juste un peu plus longuement? Les deux. Maybe if I can just say that, of course, for my case, because I'm working in a museum, so it's normal. It makes sense. It's normal. So yeah. It's not the whole word in Finnish. But it's not normal in the theatre scene to call yourself curator. Yes, but that is your post, and so it exists in the world, is what I'm saying. The idea of a performing arts curator. Yeah, I exist somehow. Yeah. Mais en fait, il y a deux choses qui me viennent en tête quand on parle de ça. D'une part, quelque chose d'indéfini. Je dirais j'ai deux réactions. Et d'autre part, on s'adresse à un milieu qui a du mal souvent à faire consensus. Je veux dire, les comptables ne se demandent pas s'ils sont comptables. Là. Ils ont tous ce consensus sur ce qu'ils font. Or, nous, on est dans un milieu très humain, très organique. Alors, dès qu'on a fini de nommer quelque chose, on veut aller ailleurs. Et c'est bien, parce que c'est ce qui nous caractérise. Alors, je ne suis pas certaine qu'on puisse obtenir ce consensus sur la notion de commissaire. Ce que j'ai entendu beaucoup ici, c'est évidemment ce qui tourne autour de la danse et des arts visuels. Alors, je me sens a priori exclue. Je me dis, non, c'est pas ça qu'on fait, nous, nécessairement, de mettre les arts visuels en contact avec les arts de la scène dans le réseau, ou très peu. Je pense que c'est plus large que ça. Puis, en même temps, pendant que je lisais la documentation, je suis tombée sur quelqu'un dans un colloque qu'il y a eu en Allemagne qui disait « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, dans ma vie, là, il me semble qu'il y a juste les dentistes qui veulent qu'on nomme leur profession. » C'est ça. Qu'est-ce qu'on veut nommer et est-ce qu'il faut vraiment le nommer? C'est une grande question. D'une certaine façon, je comprends ce que tu dis, Dina, et d'un autre côté, en fait, il y a comme une double question là-dedans. Je voudrais juste dire que sur la notion d'avoir une formation en commissariat en art de la scène au Québec, par exemple, pour moi, ça me semble très intéressant. Parce qu'on est en situation, dans bien des cas, moins en danse, mais dans beaucoup de cas, on est en situation de location, c'est-à-dire que les lieux appartiennent à des groupes et que ces groupes-là louent. Ce qui fait que ça finit par être souvent très conservateur comme ce qu'on présente. Je pense qu'une formation aiderait à dynamiser la profession et tu fais une formation où il y a des gens qui veulent se trouver un emploi après. Niaiseusement, il y a ce phénomène-là. Et moi, je pense que ça peut créer un dynamisme qui est intéressant. Et ça peut créer les problèmes qui vont avec. Mais il y a plein de problèmes qui vont avec plein de choses aussi. Fait que pourquoi... moi, en tout cas, ça ne me fait pas peur. Mais il n'y a rien là-dedans qui me fait peur. Par contre, définir trop, je suis d'accord que moi, je n'irai pas vers la définition. Si je peux me permettre, moi, j'ai un peu de mal avec l'idée de donner de la formation sur un concept qui n'est pas vraiment défini. Qu'on puisse avoir des modules de formation à certains endroits, je veux bien, d'une part. D'autre part, à propos de ce que tu dis, de la notion de location et de lieu,
il y a des choses pour lesquelles on milite, notamment à Rideau, essayer d'avoir un peu de support pour offrir des résidences d'artistes dans des lieux qui sont partout sur leur territoire, super bien équipés. Alors, tu sais, je pense qu'il y a on a des batailles à mener sur des plans très pragmatiques qui sont urgentes, qui n'excluent pas la réflexion et l'avancement de la formation, mais il faut faire cohabiter ça. Puis il ne faut pas mettre derrière ce qui existe, il faut évoluer avec, je pense. C'est ça qui me préoccupe. Deux choses, je voudrais parler de ce qu'on vient de se dire à propos de la profession, et puis ensuite revenir sur quelque chose qui paraît très riche, cette idée d'institution relative. Alors je vais commencer par la question de la profession. En écoutant Dina tout à l'heure, je me souvenais d'un auteur qui s'appelle Enzo Corman, qui a écrit une pièce qui s'appelle Le dit de Marie Jésus Joseph. C'est très québécois, c'est le dit de Marie Jésus Joseph. Et dans cette pièce, il y a le personnage qui à un moment donné dit j'ai la passion de peindre, mais pas d'être peintre. Et je trouve que ça fait écho à cette question de la profession et du métier. Même si je n'ai pas de profession définie, je peux dire que j'ai du métier. J'ai du métier par rapport à une expérience de création, une expérience de conception de projet, d'organisation, de médiation. Je peux parler de ce métier. Et alors, c'est ça qui m'amène à l'institution relative. J'ai essayé d'y rappeler le lien que je fais avec la question de la profession et du métier. Institution relative, je trouve ça vraiment très très bien, parce que ça oblige à définir un outil relativement à un projet, relativement à un contexte, relativement à des compétences, etc. etc. Je me définis relativement à quelque chose. Et je crois que souvent, bon, je le disais ce matin, j'interviens dans une formation à l'université, métier de la culture, et il y a question de médiation culturelle, et je dis aux étudiants, je ne forme pas des médiateurs culturels. Je vais vous former à la question de la médiation culturelle, ce qui n'est pas la même chose. Et je crois que par rapport au commissariat aux arts de la scène ou aux arts actuels, c'est comment on peut mettre en place, dans une université comme la vôtre, une formation à ces fonctions-là de commissariat. Et en partant de l'idée que ça ne se réduit pas forcément à la profession d'un seul ou d'une seule, mais à l'agrégation de plusieurs compétences pour partager un métier. Et là, il y a quelque chose qui est aujourd'hui est pas facile à soutenir, à défendre, dans une société où on vous demande de faire la preuve de votre utilité. Quelle est votre utilité sociale à tel endroit, mais non, nous, ce que nous faisons, c'est qu'on ne se met pas en mouvement par rapport à telle ou telle utilité, mais par rapport à une nécessité, ce qui n'est pas du tout la même chose. On ressent des nécessités dans la vie artistique, des nécessités dans la vie sociale, toutes sortes de nécessités, et on se met en mouvement. Donc ça rejoint la question de l'engagement, de l'action et du risque. On se met en mouvement pour tenter quelque chose, pour faire des paris. Et ça, c'est formidable. Alors, qu'on soit un peu perturbé quand on vous demande mais quelle est votre profession, moi je me souviens au début, mes enfants me disaient, c'est embêtant papa, parce qu'à l'école, quand on me demande mais quel est le métier de ton papa ou de ta maman, on ne sait pas comment répondre. Et pour les enfants, c'était très perturbant de ne pas savoir nommer la profession du père ou de la mère qui circule dans plusieurs types d'activités. Mais en même temps, c'est une chance. Moi, je trouve que c'est une chance de ne pas être enfermé dans une profession trop bien définie. Je voulais juste... On a reçu un de vos compatriotes à la Bourse Rideau un jour qui participait à un panel et qui avait dit cette très belle phrase qui a été souvent reprise par mon président. La culture est la réponse à une question qu'on ne nous a pas posée. Je trouve intéressante
la difficulté de nommer, puisqu'on a parlé vraiment beaucoup d'incertitudes, des fragilités. À partir du moment où on est soi-même dans une difficulté de nommer ce qu'on est, aucune difficulté de se nommer à soi-même ce que nous sommes, mais de le faire aux autres. Je dirais que c'est très amusant quand on arrive à la frontière des États-Unis, parce que c'est la nôtre de frontière, et qu'un douanier américain, qui a un physique différent de beaucoup d'autres douaniers qu'on a vus, vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, et que vous hésitez une fraction de seconde. C'est très intéressant. Très dangereux. Je voulais aussi peut-être revenir sur ce que vous avez dit, que je trouve aussi très intéressant, par rapport justement à ce qu'on disait du XXe siècle et des avant-gardes, où il y avait des mouvements, et vous avez dit, on se met en mouvement. C'est déjà autre chose que d'être ensemble, justement, et se mettre en mouvement, plutôt que d'appartenir à un mouvement qui, justement, le plus souvent, est nommé par les autres. Oups, puisque j'ai le micro, puis que... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il me revient de vous remercier d'avoir été là. Merci à Colette, à Yona et à Sylvie. Merci à vous. Et j'ai remarqué qu'habituellement, il y a des petites annonces institutionnelles autour de la question des lunchs, des événements et des avènements suivants. Est-ce qu'il y a quelque chose à signaler? Dina, c'est à toi que je m'adressais. Et a-t-il... Tu vois, c'est beaucoup plus relax. Hein? Les dernières, comme ça, les chéris sont arrivées. Traductrice, ça n'est pas pour vous. Ça ne va pas en ligne. Alors donc, Dina, est-ce qu'il y a des événements à signaler pour cet après-midi, l'heure du lunch, s'il te plaît? Ah oui, j'ai oublié mon rôle de soir. Ah, je ne peux pas le nommer. Animatrice. Alors, so for the lunch, it's a nice longish lunch, and what we have planned is what we call a plénière, and we have two extraordinary, brilliant young scholar interns who were going to pull through the threads of the ideas of the last 3 days for all of you, but I think they've decided to do something more performative, and I don't know what it is yet.